Salut les joueurs, c'était en 2006. 2006, ça vous paraît peut-être loin, mais oui, et vous avez raison, car c'était il y a presque 20 ans. 20 ans que ce jeu Dinosaur est sorti, un jeu de William Gosselin, et édité par une maison d'édition pas forcément la plus connue, c'est Take On You, qui n'existe plus d'ailleurs, je crois, maintenant. Et c'est un jeu avec, vous allez voir, des affrontements avec des armées bien particulières que je vous propose de découvrir maintenant, donc un archéo-jeu. Alors pour explorer correctement ce jeu, moi je vous propose un petit point en deux parties. D'abord le matériel en tant que tel, parce que ça vaut vraiment la peine de voir ce matériel, de comprendre ce matériel, pour après comprendre les règles du jeu, et ça sera notre deuxième point. Un livret de 47 pages en couleur entièrement, et vous l'avez compris, c'est du jeu très haut de gamme. Ce jeu sorti donc, je rappelle, en 2006, a connu une autre édition française en 2008 qui voyait une amélioration encore du matériel. On va en parler. Il y a eu deux extensions, la plus connue et la seule dont j'ai d'ailleurs le prospectus, c'est Opération Novgorod. Je n'ai pas trouvé la seconde extension, mais je pense que sur Internet vous la trouverez très vite. Et dans cette extension, nous avons un plateau de jeu, un nouveau plateau de jeu et puis des figurines. Alors là, petit zoom sur la figurine. Voilà, je pense qu'on a un petit zoom, donc d'autres figurines, parce que ce jeu possède effectivement des figous et de très jolies figurines. Je vais en montrer, il y en a 10 dans la boîte de base. Vous allez avoir des soldats, voilà. Alors hop, voilà les figurines, vous voyez, elles sont déjà pré-peintes. Et elles sont plutôt pas mal du tout. On va en montrer deux autres assez marquantes. Voilà. Hop, petit zoom. Ça y est, c'est fait. Voilà. Et vous voyez, elles sont plutôt assez belles. Vraiment très jolies, des bonnes factures, même encore maintenant, de nos jours. On peut en montrer d'autres. Allez, je craque parce que j'aime beaucoup ces petites figurines. Et vous aurez remarqué des inspirations d'officiers allemands, d'armées de la Wehrmacht, mais aussi des plutôt américains, devrais-je dire. Ouais, enfin des inspirations au niveau des habits, plutôt Seconde Guerre mondiale. Eh bien, trompez-vous. Dans le background, en fait, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, et oui, continue depuis maintenant presque une quarantaine d'années. Elle ne s'est pas arrêtée. Et il y a maintenant, c'est presque la lutte du bien contre le mal, c'est une lutte où des objets magiques font leur apparition, l'utilisation de la magie, notamment la magie de l'esprit, fonctionne. Et dans ce monde, nous nous retrouvons ici en 1949 et ça n'a pas terminé. Voilà, il n'y a pas eu d'interruption entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, ça continue tout le temps. Et c'est une guerre d'usure où la magie semble être une solution maintenant pour pouvoir résoudre la plupart des conflits. Eh bien, nos personnages, puisqu'ils sont beaux, puisqu'ils sont forts, eh bien, ils ont le droit à avoir une petite fiche de personnages. Voici les fiches de personnages de l'Army of the Union, de l'armée de l'Union. Donc, vous remarquez des fiches de personnages qui n'ont rien à envier les fiches de personnages de nos JDR. Il y en a quelques-unes, voilà. Et je vais vous montrer tout de suite l'autre côté, les Obscura Corps. Voilà. Et on a aussi du Bullstrom Division. Alors c'est parti, parce qu'il y a plusieurs divisions, il y a plusieurs... voilà. Et vous remarquez, il y a aussi des valeurs. Alors je vais prendre peut-être une fiche ici, voilà. Et il y a aussi des valeurs qui sont dans un petit tableau. On va revenir là-dessus, on va expliquer tout ça assez rapidement. Donc déjà, c'est du très beau matériel, ce sont des fiches cartonnées, un petit format carré, ça va bien. Nous avons aussi, et ça c'est une des différences avec l'édition, la deuxième édition, donc l'édition de 2008, c'est que nous avons normalement non pas un, deux des 10, mais là une flopée de petits D10, et c'était un des reproches à l'époque, c'est que tout le monde n'avait pas forcément des D10, alors que maintenant c'est plutôt assez simple à trouver, mais à l'époque, bon voilà, c'était pas si simple. Là, du jeu, donc c'est des G, donc des D10 bleus, et bien on en a quelques-uns, on en a 6, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, on en a 6 des 10, pour pouvoir jouer au mieux
Alors je vais le remettre aussi dans son petit sachet, parce qu'on a des petits sachets, avec des jetons, et des jetons on en a plein. Alors voilà, des jetons entourés et des jetons non entourés. Voilà. Des jetons entourés comme ceci. Et de jetons non entourés, donc d'une bande continue, comme cela, avec un petit pied. Ok. Très bien. Et de jetons, oui, il y en a beaucoup. Hein. Je vais vous montrer 2 sachets de jetons, je ne vais pas forcément les ouvrir. D'un côté, des jetons pour l'armée de l'Union, voilà. Et de l'autre, les jetons, donc bien classés, pour l'armée, donc on va dire allemande, en tout cas l'armée de Corps. Très bien. Bah maintenant que nous avons vu cela, il reste encore à voir le plateau de jeu et un fameux système qu'on appelle le système Pathfinder. Pathfinder, tiens donc, c'est amusant ça, tiens. Ça me rappelle un autre jeu de rôle. Non, ça n'a vraiment pas grand chose à voir. Hop, je vais ranger ça, ça doit faire du bruit, en plastique. Voilà. Et regardez-moi cet écran, ce plateau de jeu. Dans la version de 2006, c'est un plateau qui est en 4 parties. Là, c'est un plateau un peu plus conventionnel dans les parties de jeux de société. Hop, je le déplie du côté caverne. Voilà. Et de l'autre, nous avons plutôt un appartement, une maison. Enfin, en tout cas, ça évoque un peu le Cluedo quelque part. Voilà, donc une caverne avec au centre des inscriptions un peu kabbalistiques. J'ai la suite à vous montrer. Alors, comme j'ai acheté ce jeu d'occasion, eh bien, j'ai des fiches et je crois que ces fiches n'y étaient pas, mais par contre, elles sont vraiment pratiques parce qu'on reprend chacun des personnages et nous avons avec chacun des personnages l'utilisation, son équipement de base et puis quelques-unes des aides-mémoires bien nécessaires, ma foi. Et on les retrouve donc pour les 10 personnages présents dans cette boîte 1. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien pratique. Et ça évite de devoir retourner dans les règles, etc. Enfin voilà, on évite beaucoup d'allers-retours en ayant ça. Et de la même manière, on a un petit rappel des différents pions. Donc là, par exemple, Obscura Corps, nous avons les différents pions et leurs effets possibles. Donc, copyright chez TechOnYou.limited. Oui, mais n'allez pas sur le site, ça ne servira à rien, ce site n'existe plus. Donc en fait, il y a peut-être des scénarios, d'ailleurs c'est ce qui était indiqué, il y a des scénarios en plus, il y a des choses en plus, des mises à jour, tout ça. Mais c'est comme les jeux qui font appel à des sites internet, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Voilà, ça disparaît. Et on commence déjà à voir le phénomène de plus en plus souvent. Bon, ça c'est un petit regret. Allez, on va découvrir maintenant le dossier, l'opération Tannhäuser, manuel d'instruction. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu. Parce que vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de scénario pour l'instant. Et c'est parti, c'est maintenant. Voici donc le fameux manuel, je rappelle 47 pages, c'est broché, mais pour l'époque c'est vraiment du luxe. Et encore maintenant d'ailleurs, c'est du luxe, hein, les figurines, tout, on en parlera quand on donnera l'avis critique. Donc, une petite présentation, les auteurs, crédit d'auteur, ok, pas de souci. Qu'est-ce que Tannhäuser? Donc, un but, bon, faire un agréable moment, vous divertissant, jusqu'à là, on préférerait, tant qu'à faire. Donc, une présentation du jeu, puis les règles, et après les personnages et des notas. Donc, vous remarquez, nous n'avons pas du tout de scénario là-dedans. Et ça m'a un petit peu désarçonné, je dois vous avouer. Donc, présentation, on va voir ensemble. On va fouiller un petit peu le personnage. On a une mise en contexte classifiée top secret avec une mise en place donc dans cette réunion où on présente l'équipe. Allez, voici comment on va gérer donc les fiches. Vous avez donc des numéros ici, jusque 8 numéros et donc c'est illustration, les caractéristiques, les valeurs, les emplacements du pion curseur, c'est-à-dire le pion qui va donner l'état suivant la ligne dans laquelle vous vous retrouvez. Là, c'est le dernier état, et puis après, c'est la mort. Et tout de suite, peut-être en parler, nous avons ici des caractéristiques combat, physique, mental et déplacement. Donc ça, on aura l'occasion de voir ensemble. Là, c'est les compétences que possède le personnage. Et en mode campagne, il pourra en avoir un peu plus d'ailleurs. En tout cas, il pourra s'améliorer. Là, c'est les icônes d'affiliation, c'est-à-dire les tampons militaires avec les unités avec lesquelles ce personnage peut être joué. Alors, ah oui, dernière chose, ça c'est votre équipement.
Vous n'avez que 4 cases, à noter quand même. Hein. Donc on lit par ligne, et quand vous prenez une blessure, bah, vous descendez d'un cran, vous descendez d'une ligne, et donc vous remarquez que vous allez avoir des jets, donc un pool de dés, 6 dés à jeter ici lorsqu'on est en combat. Pour se déplacer, il est rapide, 7 quand il est full bon en fait, ce personnage. Regardons ensemble les caractéristiques. Donc là, c'est une simple description. Il est noté qu'il y a un petit code couleur, un peu pas forcément pénible, mais bon. Ouais. Le physique, par exemple, c'est en vert, c'est donc dans les règles. Et puis en rouge, les choses plus absolues, plus importantes. Le terme valeur désigne le chiffre d'une caractéristique. Bon, ok. Ce qui est bien, c'est que la règle vous amène vraiment main dans la main, vous amène à explorer, à expliquer le pion équipement, face A, face B, les dates de campagne, enfin voilà, les pions objectifs, et puis qu'est-ce qu'on peut retrouver? Oui, parce qu'on a des pions objectifs, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des pions, alors j'ai regardé, c'est pas ici, mais on peut aussi avoir des flags, des drapeaux, donc faire une course au drapeau, donc il y a plusieurs façons de jouer. Et comment lire le pathfinding? Alors ça, c'est quand même le truc du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des ronds de couleur. Alors on a des demi-ronds pour dire qu'on se voit à moitié, puis là, on est dans les lignes de vue. Quand on se trouve là-dessus, ben on est dans les lignes de vue de tout le reste. Lorsqu'on est là-dessus, eh ben on est dans les lignes de vue à la fois du rouge et du blanc, mais aussi du rouge. Concrètement, bien, les personnages, et vous voyez pas à pas, les personnages, ben, celui-ci voit le personnage qui se trouve là dans le blanc et rouge, il n'y a pas de souci. Ce personnage voit le personnage blanc et rouge, ok, mais elle voit le personnage blanc et rouge. Lui ne verra pas le personnage blanc puisqu'il est entouré uniquement de rouge. Et lui, c'est pareil. Bon, bah, écoutez, à partir de ce point-là, tout va bien en fait. Pour pouvoir jouer, ça rend les choses presque... c'est facile en fait. Voilà. Les dés, eh bien, les dés 10, hein, pas de souci, vous avez un pool de dés, un facteur de difficulté, et puis vous avez fait une simple lecture croisée et tout va bien. Il faut savoir qu'il y a le principe du 10 naturel, du 1 naturel. Le 10 naturel, aucun malus ne peut lui être attribué. Et le 1 naturel, aucun bonus ne peut être appliqué à ce résultat. Voilà, c'est un fumble. Donc, pas de souci non plus. On se retrouve très facilement, en fait. La partie généralité, vous allez avoir des séquences. Donc, jeu de déploiement, jeu d'initiative. Ensuite, jouer vos personnages. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'ordre, ce qui fait que vous allez pouvoir jouer tactiquement. Donc, la séquence, phase de déplacement, phase d'action, déplacement du personnage, aucun souci. Et puis, forcer le passage. En fait, il y a un jeu d'opposition si c'est un ennemi. Si c'est un allié, ça passe tout seul, ça va très bien. Et puis, donner un équipement, faut être proche, l'un à côté de l'autre. Ramasser un équipement, bon voilà, fouiller une caisse pour obtenir de nouvelles choses. Parce que vous avez aussi de la fouille possible. Et on a maintenant de la préparation de partie. Avec des renforts éventuellement, parce que suivant le niveau de difficulté, on peut s'octroyer des renforts. C'est-à-dire que quand vos personnages vont vraiment pas bien, eh bien on peut faire en sorte qu'on puisse gagner avec des différents modes de jeu. Alors le mode story, le mode death match, et ça veut tout dire, rien que ce que ça veut dire en fait. Hein. Et puis le mode domination, et avoir 4 zones simultanées, c'est-à-dire la domination du terrain. Comment prépare-t-on le jeu? On prépare le jeu avec les fiches du personnage, on prépare le jeu avec le plateau que l'on désire jouer. Si on désire faire un mode story, on va trier les pions objectifs, on va trier les pions, et puis c'est parti. Ah, reste un dernier point, c'est les combats. Aucun souci. Hein. Un jet de combat, voilà, vous avez du rouge, et c'est là qu'on comprend. Vous avez donc des armes, type d'armes corps à corps ou armes à distance. Si vous êtes en corps à corps, vous allez pouvoir faire des jets de combat avec des jets physiques par exemple. Combat au corps à corps ou non, votre adversaire regarde la valeur actuelle en physique de son personnage touché, ce qui lui donne son pool de dés. La valeur utilisée lors du jet de combat par votre personnage lui donne son facteur de difficulté. Ouais, voilà, avec ce petit tableau, tout va bien en fait. Donc, il y a des exemples, au cas où on n'aurait pas forcément bien compris, mais moi, ça me semble plutôt simple. Et des points de victoire pour pouvoir jouer en campagne. Et là, vous allez pouvoir créer vos matchs. Donc, rappel de toutes les compétences, rappel donc des objectifs de l'Union, la MAPA, le rez-de-chaussée,
Map B, les catacombes. Donc voilà, ça c'est un petit peu nos modes scénario. Hein. 2 exemples créés à partir d'un placement en mode story, puisque vous allez pouvoir créer vos stories. Des types d'armes, armes de corps à corps, grenades, armes de poing, des hermetica, des armes automatiques. Ok, un truc très peu lisible. Et puis maintenant, c'est les fiches de personnages qui nous apprennent énormément de choses à la fois sur le background, on est très proche du jeu de rôle, et puis des armes préférées, de quelques objets un peu particuliers. Et puis maintenant, nous allons avoir nos pactages pour le mental, pour le physique et pour le combat. Et on retrouve cela pour chacun des personnages. Alors, on ne va pas forcément tous les montrer, c'est pas forcément la peine. Voilà, très typé Seconde Guerre mondiale, d'un côté et de l'autre. C'est intéressant ce côté un peu steampunk, pas assez exploité à mon goût, mais peut-être que dans les extensions on peut avoir côté un peu pulp, un peu steampunk aussi. En tout cas, il y a un petit mélange des genres qui est sympa. Les pages donc de la fin se terminent sur la fameuse opération Novgorod, petit coin de pub, mais surtout un glossaire, voilà. Et en dernier lieu, les notes de service, c'est-à-dire en fait les termes particuliers du jeu. Eh bien, vous le voyez, pas de grande difficulté. Bon, allez maintenant, l'avis critique. Eh bien voilà, et maintenant, que penser de Thanazer? Force est de reconnaître quand même que 20 ans après, c'est un jeu qui fonctionne encore bien. Certains à l'époque lui reprochaient des règles lourdes. J'ai pas trouvé du tout, des règles compliquées, j'ai pas trouvé non plus, des règles légèrement buggées, j'ai pas simplement le retrouver non plus. Je pense que s'il y a des bugs, ça se corrige très très vite. Bon, je sais pas non plus 50 parties à mon stock. Hein. Ce qu'on peut leur reprocher justement, c'est les 50 parties à notre stock, c'est-à-dire qu'en fait nos cartes sont limitées. On ne peut pas faire grand chose avec ces cartes une fois qu'on a épuisé nos scénarios. Bon, on tourne vite en rond, en tout cas recto verso. Effectivement, c'est intéressant du coup d'avoir les extensions. Ouais, c'est le reproche principal du jeu, hein. Le matériel est sublime, et c'est un jeu qui est encore jouable, tour par tour, ouais, non mais si, en fait ça fonctionne bien, donc le système de jeu il est pas mauvais. Hein. Ce pathfinding system, oui, ça aussi, ça se comprend de façon presque intuitive, des lignes de vue en fait, hein, c'est tout simplement des lignes de vue et du déplacement, et des cartes et des zones de déplacement, en fait, ça rejoint les deux. Il faut savoir que ce jeu a été décrié à l'époque aussi pour son look. Hein, on a quand même des personnages qui rappellent une certaine époque de l'Europe, voire même du monde, et pas forcément du meilleur aloi. Mais non, une fois qu'on a fait l'abstraction, c'est un jeu presque historique, un jeu uchronique. En fait, moi on voit pas tout forcément ces points négatifs qu'il avait à l'époque. On retrouve encore sur le forum de Trick Track, on retrouve encore des avis très mitigés sur ce jeu, de par son look, et puis de par son système, que je ne vois pas comme étant si mauvais. Ce jeu a connu donc une troisième extension, en fait, en tout cas un relookage, je pourrais dire ça, je le connais pas. Hein. C'est Another Failed Ops, et donc c'est un jeu de cartes, visiblement, toujours du même auteur. Voilà la publicité que l'on trouvait dans la petite boîte, avec tableau de décompte des rondes, un livret de règles, 6 dés, 6 faces. Donc ça change un petit peu, il y a 9 scénarios, donc là ça devient, on commence à avoir des choses un peu particulières. C'est un jeu de cartes, mais il semblerait qu'il y ait de la figouze aussi. En tout cas, j'oserais espérer qu'il y ait de la figurine. Voilà, vous savez normalement tout sur ce jeu, ce vénérable jeu, hein, 20 ans là bientôt, oui. Bon, en tout cas, c'est avec plaisir que j'y rejouerai. Je sais pas pour vous, vous pouvez me le mettre en commentaire si vous l'avez vécu, si vous vivez encore avec ce jeu, si vous avez encore essayé celui-ci, eh bien donnez-moi votre avis. Moi je suis passé à côté en 2000 et quelques, j'en avais une version mais sans figurine, enfin bon, voilà. Là c'était l'occasion d'acheter une version avec figurine, de voir ce que ça donnait. Eh ben, pas trop déçu. Alors, est-ce qu'il va sortir beaucoup dans ma ludothèque? Je sais pas. Aucune idée. Certains qu'en tout cas on va refaire encore des parties histoire de se mettre un petit peu 2-3 scénarios, peut-être de drapeaux, ou alors peut-être en tout cas un scénario, un mini campagne, on verra bien. En tout cas voilà, vous savez à peu près tout. Il est temps de se dire au revoir, salut les joueurs!